Le froid de janvier transperçait chaque couche de vêtements, transformant la respiration en nuages visibles et les doigts en bâtons engourdis. Grace Bennett était assise sur un banc en béton devant l'hôpital mémorial. Sa fille de 3 ans, Maya, pressée contre son flanc, toutes les deux essayant de partager le peu de chaleur qu'elles avaient. Grace portait une veste grise qui avait connu de meilleurs jours, ses cheveux blonds tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Maya, emmitouflée dans un manteau rouge, par-dessus une robe rose, les cheveux en 2 couettes, serrait la main de sa mère et posait la même question qu'elle posait depuis 20 minutes déjà. « Maman, quand est-ce qu'on peut entrer ? J'ai froid. »« Bientôt, ma chérie, » dit Grace, même si elle n'en avait aucune idée. Il faut juste attendre encore un peu. Elles étaient à l'hôpital depuis tôt le matin. Maya avait de la fièvre depuis 3 jours, et ce matin-là, elle s'était plainte que son oreille lui faisait tellement mal qu'elle n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. Grace, qui travaillait en double service comme serveuse pour joindre les 2 bouts depuis que son mari les avait quittés 18 mois plus tôt, n'avait aucune assurance maladie. Elle avait amené Maya aux urgences, attendu 4 heures, vu un médecin pendant 10 minutes, reçu une ordonnance pour des antibiotiques qui coûterait 70 $, une somme qu'elle n'avait pas, et on lui avait dit de revenir si la fièvre ne tombait pas sous 48 heures. L'ordonnance reposait dans la poche de Grace comme un poids. 70 $, autant dire 700. Elle avait fait le calcul dans le bus, en revenant de la pharmacie de l'hôpital vers l'hôpital. Si elle ne prenait pas le médicament, elle pourrait acheter des provisions pour la semaine suivante et payer le loyer. Si elle le prenait, elle mangerait. Mais il leur manquerait encore de l'argent pour le loyer. Et leur propriétaire l'avait déjà prévenu qu'un paiement en retard de plus signifierait l'expulsion. Alors, elle était revenue à l'hôpital, espérant supplier quelqu'un, n'importe qui, de l'aider, d'expliquer que sa fille avait besoin de médicaments et qu'elle n'avait tout simplement pas l'argent. Mais le bureau d'aide financière était fermé jusqu'à lundi. On était vendredi et l'assistante sociale lui avait donné une liste de ressources qui exigeait toutes des demandes et du temps de traitement. Un luxe que l'otite de Maya n'avait pas, ce qui laissait Grace assise sur un banc, dehors, devant l'hôpital, en plein mois de janvier, essayant de comprendre quoi faire, tandis que sa fille frissonnait contre elle et posait des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. « Maman, mon oreille me fait vraiment mal, » gémit Maya. « Je sais, mon cœur, je sais. On va arranger ça, je te le promets. » Grace serrait Maya contre elle, retenant ses larmes. Elle avait 29 ans et elle avait, d'une manière ou d'une autre, échoué dans la tâche la plus fondamentale de la parentalité. Garder son enfant en bonne santé et en sécurité. Une ombre tomba sur elle. Grace leva les yeux et vit un homme debout devant elle, probablement au début de la quarantaine, portant un costume sombre et coûteux, une chemise blanche ouverte au col. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, tout en lui respirait la réussite et l'autorité. La montre à son poignet coûtait sans doute plus que ce que Grace gagnait en 6 mois, et ses chaussures en cuir italien n'avaient jamais foulé le sol d'un bus. « Excusez-moi, dit-il d'une voix grave et étonnamment douce. Je ne veux pas vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes assise ici depuis un bon moment. Vous attendez quelqu'un ?» Grace se raidit immédiatement sur la défensive. Elle avait appris à ses dépens que les gens qui ressemblaient à cet homme, riche, puissant, impeccable, n'approchaient presque jamais des personnes comme elle avec de bonnes intentions. Ils posaient des questions pour se sentir mieux dans leur peau, ou ils jugeaient sa façon d'être mère, ou ils appelaient la sécurité pour faire partir les gens qui rendaient l'entrée de l'hôpital moins présentable. « On va bien, » dit-elle sèchement. « Merci. » L'homme regarda Maya, qui pressait sa main contre son oreille en essayant de ne pas pleurer. Puis il reporta son regard sur Grace, et il y avait quelque chose dans son expression, de l'inquiétude peut-être, ou la reconnaissance d'une douleur qu'il comprenait. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il en désignant le banc. Grace voulut dire non, voulut lui dire de partir, de les laisser tranquilles, d'arrêter de les regarder avec cette expression attentive qui suggérait qu'il voyait exactement à quel point elles étaient désespérées. Mais elle était trop fatiguée pour être impolie, et Maya s'appuyait lourdement contre elle, son petit corps brûlant de fièvre. « C'est un banc public, » dit Grace. L'homme s'assit, gardant une distance respectueuse. De près, Grace put voir l'inquiétude dans ses yeux sombres.
la façon dont il regardait Maya avec ce qui semblait être une réelle préoccupation. « Je m'appelle Michael Hartford, dit-il. Je travaille ici, à l'hôpital. Bien sûr que oui, sans doute un administrateur ou un spécialiste, quelqu'un qui gagnait 6 chiffres, pendant que des gens comme Grace restaient assis dehors à essayer de comprendre comment payer des soins médicaux de base. « Tant mieux pour vous, dit Grace, incapable de retenir l'amertume dans sa voix. Michael ne réagit pas à son ton. Au lieu de cela, il regarda de nouveau Maya. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» Maya leva les yeux vers sa mère pour demander la permission. Grace hocha légèrement la tête et Maya répondit timidement « Maya, j'ai 3 ans. Mon oreille me fait très mal. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, dit Michael avec sérieux, comme si Maya était une adulte méritant tout son respect. Les infections de l'oreille sont très douloureuses. Tu as vu un médecin ? Oui, dit Maya. Mais maman est triste parce que le médicament coûte trop cher. Grace sentit son visage s'embraser de honte. L'observation honnête et sans filtre d'une enfant de 3 ans mettait leur situation à nu, offerte au jugement de cet étranger fortuné. Maya, chut, dit Grace doucement. Mais Michael regardait désormais Grace, la compréhension se lisant sur son visage. Vous ne pouvez pas payer l'ordonnance, ce n'était pas une question. Grace sentit les larmes monter et les repoussa furieusement. Elle ne pleurerait pas devant cet homme. Elle ne s'effondrerait pas sur un banc devant un hôpital sous les yeux de sa fille. « On va se débrouiller, dit-elle d'une voix tendue. « Comment ?» demanda Michael doucement. « Je ne vous juge pas. Je vous pose la question sincèrement. Si vous ne pouvez pas payer le médicament, comment allez-vous faire ?» Quelque chose se brisa en Grace. Le mur soigneusement construit pour se protéger de la pitié et du jugement, du poids de toutes les manières dont elle échouait en tant que mère. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je suis assise ici depuis 30 minutes à essayer de comprendre comment payer le médicament dont ma fille a besoin. Je n'ai pas d'assurance maladie parce que je travaille dans 2 restaurants comme serveuse et chacun me maintient juste en dessous du temps plein pour ne pas avoir à offrir d'avantages sociaux. Je gagne trop pour bénéficier immédiatement d'une aide gouvernementale, mais pas assez pour vivre réellement. Je n'ai plus d'options, plus d'idées. Alors oui, je suis assise sur un banc devant un hôpital à essayer de comprendre comment empêcher ma fille d'aller plus mal tout en gardant un toit au-dessus de nos têtes. Les mots jaillirent d'un seul coup, des mois de pression, de peur et d'épuisement, trouvant enfin une issue. Grace regretta immédiatement, s'attendant à ce que Michael s'excuse et parte, qu'il décide que c'était trop de chaos et de complications pour un vendredi après-midi. Au lieu de cela, il fit quelque chose de totalement inattendu. Il sortit son téléphone, passa un appel et dit « Jennifer, c'est Michael Hartford. J'ai besoin que vous appeliez la pharmacie de l'hôpital et que vous leur disiez de préparer une ordonnance pour Maya Bennett. Oui, immédiatement. Mettez-la sur mon compte personnel. Non, pas sur celui de la fondation de l'hôpital. Sur mon compte personnel. Merci. » Il raccrocha et regarda Grace qui le fixait, stupéfaite. « Quel est le médicament ?» Grace sortit l'ordonnance de sa poche d'une main tremblante. Michael y jeta un coup d'œil, passa un autre appel et, en moins de 5 minutes, avait organisé la préparation du médicament et sa livraison jusqu'au banc. Tout était payé. Je ne comprends pas, dit Grace, les larmes coulant librement sur ses joues. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. Michael resta silencieux un instant, observant Maya, qui semblait s'être un peu ranimée, sentant que quelque chose de bon se produisait, même si elle n'en comprenait pas encore la nature. « Puis-je vous raconter une histoire ?» demanda-t-il. Grace hocha la tête, incapable de parler. « Il y a 25 ans, ma mère était assise sur un banc très semblable à celui-ci, devant un autre hôpital, avec moi et ma sœur cadette. Nous avions 7 et 5 ans. Mon père nous avait quittés 6 mois plus tôt. Ma sœur avait une pneumonie, et ma mère ne pouvait pas payer le médicament. Elle pleurait, essayant de comprendre quoi faire, quand un médecin qui finissait son service s'est arrêté et lui a demandé si tout allait bien. La voix de Michael se fit lointaine, chargée de souvenirs. Ce médecin s'est assis, a écouté son histoire et a payé le traitement. Puis il a aidé ma mère à faire des démarches pour des programmes qui nous ont finalement permis d'avoir une couverture santé. Il a pris de nos nouvelles pendant des mois, s'est assuré que nous allions bien. Il a changé toute la trajectoire de notre vie.
Qu'est-il devenu ? Demanda Grace doucement. Il est devenu mon mentor. C'est grâce à lui que je suis allé en faculté de médecine, que je me suis spécialisé en médecine d'urgence et que je suis finalement devenu le PDG de cet hôpital. Il m'a montré que la médecine ne consiste pas seulement à soigner des maladies. Il s'agit de voir les gens, de comprendre que la santé n'existe pas dans le vide, que quelqu'un peut tout faire correctement et se retrouver quand même désespéré et effrayé sur un banc devant un hôpital. Vous êtes le PDG, dit Grace, comprenant soudain le costume coûteux et les appels qui faisaient bouger les choses immédiatement. Oui, confirma Michael, je suis PDG ici depuis 5 ans, et pendant ces 5 années, j'ai essayé d'instaurer le genre de compassion que ce médecin a montré à ma mère. Mais manifestement, nous n'en faisons pas assez si des mères sont encore assises dehors à essayer de comprendre comment payer des médicaments pour leurs enfants. Une préparatrice en pharmacie apparut, tenant un sac en papier blanc. Monsieur Hartford, l'ordonnance pour Maya Bennett. Michael prit le sac et le tendit à Grace. Le traitement complet d'antibiotiques. Il y a aussi des instructions pour gérer la douleur et la fièvre. Suivez-les attentivement. Si Maya ne va pas mieux dans 48 heures ou si son état s'aggrave, je veux que vous la rameniez immédiatement aux urgences. Demandez-moi personnellement. Je m'assurerai qu'elle soit prise en charge. Grace serra le sac contre elle, regardant alternativement les médicaments et le visage de Michael. « Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je ne sais même pas quand je pourrai. Je ne vous demande pas de rembourser quoi que ce soit, » interrompit Michael doucement. « Mais je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. » Grace se crispa, attendant le piège, la condition, la contrepartie, ce détail qui transformerait cette bonté en quelque chose de compliqué. Je veux que vous remplissiez une demande pour notre programme d'aide financière. Jennifer, mon assistante, que vous rencontrerez, vous aidera avec les démarches administratives. Cela pourra couvrir les soins de santé de Maya et potentiellement les vôtres aussi. Ce n'est pas de la charité. C'est un programme que nous avons mis en place spécifiquement pour les familles qui travaillent et qui passent entre les mailles du système. « Pourquoi ?» demanda Grace. « Pourquoi faites-vous cela ?» Michael la regarda droit dans les yeux, et elle y vit l'écho de ce petit garçon de 7 ans assis sur un banc avec sa mère, effrayé et incertain. Parce que quelqu'un l'a fait pour nous, parce que Maya mérite d'aller mieux, et parce que vous ne devriez pas avoir à choisir entre des médicaments et le loyer. Et parce que j'ai construit cet hôpital pour servir tout le monde, pas seulement ceux qui peuvent facilement se soigner. Si quelqu'un se retrouve assis dehors en janvier, essayant de comprendre comment aider sa fille malade, alors j'ai échoué dans ma mission. Maya tira la manche de Michael. « Merci d'aider ma maman. Elle a été très triste. » L'expression de Michael s'adoucit. « Je t'en prie, Maya. Ta maman est très courageuse et elle t'aime énormément. » « Je sais, » répondit Maya sérieusement. « Elle me le dit tous les jours. » Grace sentit les larmes couler sur son visage, incapable de les retenir plus longtemps. « Merci, » parvint-elle à dire. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. »« J'en ai une petite idée, » répondit Michael à voix basse. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Grace. « Mon numéro direct est là. Si vous avez le moindre problème avec la demande, ou si Maya a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à n'importe quel moment. Je le pense vraiment. Après. » Au cours des semaines suivantes, Grace travailla avec Jennifer pour finaliser la demande d'aide financière. Le processus fut étonnamment simple. Et en moins de 10 jours, Maya bénéficia d'une couverture santé grâce au programme de l'hôpital. Grace eut également droit à une couverture à tarif réduit. Et Jennifer la mit en contact avec des ressources de formation professionnelle et de meilleures opportunités d'emploi. Mais au-delà de l'aide concrète, ce qui resta gravé dans la mémoire de Grace, c'était l'image de Michael Hartford assis sur ce banc, choisissant de consacrer son temps à une mère désespérée et à un enfant malade, alors qu'il aurait pu passer son chemin, déléguer ou décider que ce n'était pas son problème. L'infection de l'oreille de Maya disparut 3 jours après le début des antibiotiques. Grace conserva le flacon vide sur le lavabo de la salle de bain, non comme le souvenir de leur moment le plus sombre, mais comme celui de la bonté qui les avait rencontrés à cet instant précis. 2 mois après cet après-midi de janvier, Grace fut convoquée dans le bureau de Michael. Elle était nerveuse, se demandant s'il y avait un problème avec le programme d'aide, ou si elle avait fait quelque chose de travers.
Mais Michael lui proposa un poste au service de défense des patients de l'hôpital. « Nous avons besoin de personnes qui comprennent ce que vivent nos patients, » expliqua-t-il. Des personnes qui ont été à leur place, qui savent ce que signifie naviguer dans le système à partir d'un état de détresse et de peur. Vous aideriez des familles comme la vôtre en les mettant en relation avec des ressources, en les accompagnant dans les démarches et en veillant à ce qu'elles ne passent pas entre les mailles du filet. Grace le fixa, stupéfaite. « Je suis serveuse, je n'ai pas de diplôme universitaire, je ne suis pas qualifiée pour travailler dans un hôpital. Vous êtes une mère qui a survécu à des circonstances impossibles tout en s'occupant de son enfant. Vous comprenez les systèmes, la résilience et la résolution créative de problèmes. Nous vous formerons pour le reste. Les vraies qualifications, la compassion, la détermination, l'expérience vécue, vous les avez déjà. Pourquoi feriez-vous encore cela ? Demanda Grace. Vous avez déjà tant fait. Parce que le médecin qui a aidé ma mère ne s'est pas contenté de payer des médicaments. Il l'a aidée à trouver un meilleur emploi, à construire une vie stable. Il comprenait qu'une aide ponctuelle, bien qu'importante, ne suffit pas. Le véritable changement exige un soutien durable. Michael sourit. Et aussi parce que vous avez impressionné Jennifer par la façon minutieuse et sérieuse dont vous avez rempli cette demande. Elle a dit que vous posiez des questions qui montraient que vous pensiez aux autres familles, pas seulement à votre propre situation. C'est exactement l'état d'esprit dont nous avons besoin. Grace accepta le poste. Il incluait une assurance santé, des horaires stables lui permettant d'être présente pour Maya et un salaire grâce auquel elle n'eut plus jamais à choisir entre les médicaments et le loyer, entre la nourriture et les factures. Mais plus encore, ce travail lui donna un sens. Elle passait ses journées à aider des familles à naviguer dans le système qui lui avait autrefois semblé impénétrable. Elle s'asseyait aux côtés de mères inquiètes dans les salles d'attente des urgences, tenait la main de pères essayant de rester forts pendant que leurs enfants étaient malades. Elle remplissait des formulaires, passait des appels, se battait avec les compagnies d'assurance et faisait tout ce qu'il fallait pour que personne n'ait plus jamais à rester assis sur un banc devant l'hôpital, tenant une ordonnance qu'il ne pouvait pas payer, avec le sentiment d'avoir échoué en tant que parent. 1 an après cet après-midi de janvier, Grace organisa une collecte de fonds pour le programme d'aide financière de l'hôpital. Michael y assista bien sûr et amena avec lui un homme âgé que Grace n'avait jamais rencontré. « Grace, voici le docteur James Chen, » dit Michael, « le médecin dont je vous ai parlé, celui qui a aidé ma mère. » Le docteur Chen, désormais retraité et âgé de plus de 70 ans, serra chaleureusement la main de Grace. « Michael m'a raconté le travail remarquable que vous accomplissez, en aidant les familles comme j'ai aidé la sienne autrefois. Je suis très fier de ce que vous avez tous les deux construit. » « C'est vous qui avez tout commencé, » répondit Grace, « le jour où vous vous êtes arrêté pour aider la mère de Michael. Vous avez créé des ondes qui continuent encore de se propager. Maya et moi en sommes la preuve. » Les yeux du docteur Chen s'embuèrent. « Je ne pouvais tout simplement pas passer devant quelqu'un qui avait besoin d'aide. »« C'est ce que nous sommes censés faire, » dit-il, « nous voir, prendre soin les uns des autres. Je n'avais aucune idée que cela mènerait à tout ça. C'est ça. La force de la bonté, ajouta Michael en les regardant tour à tour. On ne sait jamais ce qu'elle peut devenir. Le docteur Chen s'est assis avec ma mère pendant 30 minutes, un après-midi froid, et il a changé la trajectoire de toute notre vie. Je me suis assis avec Grace pendant 30 minutes, un après-midi froid, et aujourd'hui, elle aide des centaines de familles chaque année. Chaque acte de compassion se multiplie. La collecte de fonds fut un succès, permettant de réunir suffisamment d'argent pour élargir considérablement le programme d'aide financière. Grace prononça un discours racontant son histoire, la peur, le désespoir, la honte d'être assise devant un hôpital, incapable de payer les médicaments pour sa fille malade. Et puis, la bonté d'un inconnu qui avait choisi de s'asseoir au lieu de passer son chemin, qui avait choisi de la voir au lieu de détourner le regard. Je ne sais pas où Maya et moi en serions si Michael Hartford ne s'était pas arrêté ce jour-là. Dit Grace à la foule, je n'avais plus d'options, plus d'espoir, plus d'énergie. J'avais l'impression d'avoir échoué dans la tâche la plus élémentaire, être une mère. Mais quelqu'un m'a vu à cet instant précis et a décidé que je valais la peine d'être aidé.
pas parce que je le méritais ou parce que je l'avais gagné, mais simplement parce que j'étais un être humain dans le besoin et qu'il avait le pouvoir d'aider. Après l'événement, Grace trouva Michael debout devant une fenêtre donnant sur l'entrée de l'hôpital. Elle aperçut le banc où il s'était assis cet après-midi de janvier, désormais occupé par quelqu'un d'autre, une autre personne qui attendait, espérait, essayait de comprendre. « Vous arrive-t-il de vous demander combien de personnes nous manquons ?» demanda Grace en le rejoignant à la fenêtre. « Combien de personnes assises sur des bancs que nous ne voyons pas chaque jour ?»« Oui, » admit Michael. « Et c'est pour cela que je suis si reconnaissant que vous soyez ici. Vous les voyez, Grace, parce que vous avez été à leur place. Vous savez quoi observer, quelles questions poser, comment atteindre ceux qui font tout pour ne pas être vus, parce qu'ils ont honte d'avoir besoin d'aide. J'avais tellement honte ce jour-là, dit Grace doucement. Je me sentais comme un échec. Vous n'étiez pas un échec, vous étiez une mère confrontée à un système impossible, faisant de votre mieux dans des circonstances qui n'étaient pas de votre faute. Michael se tourna vers elle. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Grace. Ce qui s'est passé ce jour-là, le fait que je me sois arrêté, que je vous ai aidé, ce n'était ni de la charité, ni de la pitié, c'était de la reconnaissance. J'ai vu ma mère en vous, j'ai vu moi-même en Maya. J'ai compris, d'une manière que la plupart des gens à ma place n'auraient pas pu, exactement ce que vous traversiez. Cette compréhension a créé une obligation. Pas une obligation légale, mais une obligation morale. Comment aurais-je pu passer mon chemin alors que j'avais le pouvoir d'aider ? Tout le monde ne se serait pas arrêté, fit remarquer Grace. Non, répondit-il. Et c'est précisément pour cela que nous devons changer le système afin que l'aide ne dépende pas de rencontres fortuites avec des inconnus compatissants. Tout le monde mérite l'accès aux soins, tout le monde mérite de ne pas avoir à choisir entre les médicaments et le loyer. C'est ce que nous construisons ici. Un système qui ne repose pas sur la chance ou la charité, mais qui offre la dignité et les soins comme base essentielle. 3 ans après cet après-midi de janvier, Grace fut promue directrice de la défense des patients et des actions communautaires. Elle élargit le programme pour inclure des services de santé mentale, du soutien aux addictions et des ressources pour les familles en situation de sans-abrisme. Maya, désormais âgée de 6 ans et épanouie, venait parfois au travail avec sa mère pendant les vacances scolaires, coloriant à son bureau pendant que Grace aidait des familles à traverser des crises. Maya ne se souvenait pas d'avoir été malade ce jour-là en janvier, ni de la peur, ni du froid, ni du banc où sa mère essayait de ne pas pleurer. Mais elle avait grandi en entendant cette histoire, en comprenant que leur vie avait changé parce que quelqu'un avait choisi la bonté plutôt que la facilité. « Quand je serai grande, je veux aider les gens comme toi et Monsieur Hartford. »